Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez déjà 180 personnes connectées. Il y en a certaines qui vont certainement arriver en cours de route, mais on va démarrer ce webinaire. Donc, je redis bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints donc, sur ce webinaire organisé par l'association Négawatt. On va être ensemble jusqu'à 13h30 minimum. Peut-être qu'on débordera un petit peu plus en fonction des questions que vous aurez à poser à nos trois experts qui aujourd'hui sont avec nous pour nous parler de ce sujet sur la transition énergétique et quels sont les impacts sur les ressources en matériaux. Donc avec nous, nous aurons Emmanuel Rosier, qui est expert industrie et scénariste de longue date sur cette question de l'industrie et des matériaux en particulier pour le scénario Négawatt. Et puis, il sera accompagné de deux salariés du groupe Négawatt, Adrien Jacob et Adrien Toledano. Donc, ce webinaire, je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît, va être décomposé en trois parties. Une première partie qui va porter sur la démarche Négamatt. Vous allez voir cette démarche qui est une nouveauté dans le scénario Négawatt et qui porte spécifiquement sur la partie matériaux. Une deuxième, justement, qui va focaliser sur les matériaux qui sont ciblés dans l'étude. Et puis, bien sûr, les impacts de la transition énergétique en définissant quelle est-elle. Donc, à l'issue de chacune de ces parties, nous prendrons un temps de questions-réponses avec les participants. Plutôt des questions de précision sur les premières et deuxième parties. Et puis, à la fin, vraiment un flot de questions plus soutenu, des questions plus nombreuses si nécessaire. Donc, à tous les participants, j'indique que je vois que pour l'instant, vous utilisez beaucoup l'onglet discussion pour dire bonjour, c'est parfait. Mais pour poser les questions, merci d'utiliser l'onglet questions-réponses qui est en bas au milieu de votre écran Zoom normalement. Voilà, si possible, vous pouvez vous présenter pour savoir qui pose les questions. Essayez de faire des questions pas trop longues et assez précises, voilà, de manière à ce qu'on puisse y répondre si c'est dans nos cordes. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas rappeler qui est l'association Négawatt. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Elle a été créée il y a plus de 20 ans maintenant par des professionnels de l'énergie, avec cette mission principale qui est de faire de l'expertise et de la prospective, et puis de porter ces idées au niveau national, dans les instances notamment ministérielles, mais pas seulement. L'idée, c'est aussi de faire un peu comme on fait aujourd'hui, des moments de vulgarisation, d'explication de nos travaux, et pour montrer toute la pertinence de la démarche de transition énergétique que nous avons construite. Négawatt a grossi, maintenant il y a un peu plus de salariés qu'il y a quelques années, mais tout ça, vous pouvez retrouver des détails sur notre site internet. Et surtout, je vais rappeler en quelques secondes cette fameuse démarche, ce fameux triptyque Négawatt, qui repose donc sur les trois piliers sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Et je le rappelle, bien sûr, c'est toujours ce qu'on raconte en premier, qui est la spécificité de se poser la question d'abord de la demande, des usages, que ce soit des usages en énergie, puis maintenant bien sûr en matériaux, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, pour voir comment on peut répondre à cette demande, avec quel type de moyens, quel type d'appareil, quel type d'énergie, quel type de matériaux donc aujourd'hui. Puis ensuite seulement arriver à la production de ces sources d'énergie, voire de la production de certains matériaux. Donc c'est vraiment ce triptyque qui va encore nous guider aujourd'hui. Et je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ce qui va nous permettre de faire un focus d'abord pour définir de quoi on parle, bien sûr, de quel type de matériaux on a besoin dans la transition, dans quelle quantité. Est-ce qu'il y a des différences, bien sûr, entre ces différents types de matériaux en termes d'impact environnementaux, et puis bien sûr derrière de quelle transition on parle, parce que les détails techniques, finalement, les choix techniques, les choix sociétaux ont de l'importance. Ils vont emmener à plus ou moins de consommation d'énergie et de matériaux. Et à la fin de cette présentation, on aura la chance d'avoir une comparaison inédite entre le scénario Négawatt et, on va dire, une option un peu moins sobre et peut-être un peu plus nucléaire pour comparer qu'est-ce qui consommerait le plus de matériaux. Très bien. Eh bien, écoutez, on va tout de suite passer la parole à nos experts. Je laisse la parole en premier à Emmanuel Rosier qui va nous expliquer en premier lieu la démarche Négamatt. Bonjour à toutes et à tous. La démarche Négamatt, nous allons répondre à la question que Stéphane a évoquée justement sur quels sont les matériaux. Et nous y voilà. Pardon, excusez-moi. Pour ça, je vais vous présenter un schéma sur la diapositive suivante, où un schéma, voilà, où on va partir en haut et à gauche
des matériaux bruts. Alors, on va faire un petit peu de sémantique hein, entre matériaux bruts, matériaux de base, matériaux transformés. Les matériaux bruts, c'est le minerai de fer, le minerai de cuivre, le pétrole, ce qu'on va extraire bien souvent à l'étranger, et puis qui va être transformé pour devenir des matériaux de base. Avec le fer, on va faire de l'acier. Avec le pétrole, on va faire de l'éthylène. Et puis, on va transformer tout ça. Cet acier va passer dans de la métallurgie, on va faire des alliages. L'éthylène, on va en faire du polyéthylène, peut-être du styrène, avec lequel on va faire du polystyrène. Tous ces éléments de transformation nous amènent ensuite à fabriquer, tout à fait en bas à gauche, des biens de consommation et d'équipement. Les biens de consommation, c'est ce que vous achetez, c'est ce que vous consommez. Et vous avez sûrement remarqué à juste titre que les flèches ne sont pas du tout dans le sens que je viens de vous indiquer. Les flèches physiques partent des matériaux bruts pour aller vers les biens de consommation. Mais la démarche Négamat, exactement comme la démarche Négawatt, elle part d'abord de l'aval, c'est-à-dire de ce qui arrive chez nous, de se poser des questions sur ce que nous consommons, puis de voir après avec quels matériaux va-t-on les produire, et enfin, qu'est-ce qu'il faudra extraire. Donc, je vous propose un petit peu une chasse au trésor dans cette première partie, de partir de chez nous pour aller dans le vaste monde et aller regarder les conséquences de ce que nous consommons chez nous. Alors, allons-y. L'étape 1, c'est la demande, où l'on voit… Merci Adrien de passer la diapo suivante. La demande, vous voyez, on a examiné 128 secteurs, depuis l'agroalimentaire jusqu'à l'énergie des réseaux, le bâtiment, les transports. Et sur ces 128 secteurs, vous remarquez qu'il n'y a ni béton, ni acier, ni plastique, tout simplement parce que, à moins que vous soyez collectionneur de rails de chemin de fer, quand vous allez au supermarché, vous n'achetez pas de l'acier. Vous achetez des produits qui sont faits avec de l'acier. Vous n'achetez pas de l'aluminium, mais des produits qui sont faits avec de l'aluminium, etc. Et sur ces produits, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de tant de produits? Est-ce qu'on peut faire de la sobriété sur ces produits? Et est-ce qu'éventuellement, ces produits, on peut les réutiliser, les réparer, les recycler? Alors, la sobriété, il y a plusieurs types de sobriété que je vais essayer de résumer dans une formule un peu lapidaire. La sobriété de taille, est-ce que nous avons besoin que chacun ait un home cinéma chez lui avec des écrans qui font 2 mètres de longueur, ou est-ce que nous nous contentons de regarder le cinéma à plusieurs, par exemple, sur des petits écrans? Est-ce que nous avons des 4x4 pour aller chercher nos enfants à l'école, ou est-ce que nous contentons, quand on habite en ville, de petites voitures citadines? La sobriété d'usage, c'est est-ce que nous roulons avec notre voiture, nous faisons 30 000 km par an, auquel cas il va falloir changer la voiture au bout de 7 ans? Ou est-ce que nous faisons seulement 15 000 km par an, auquel cas la voiture va durer 2 fois plus longtemps et on aura besoin de produire 2 fois moins de voitures? Et la sobriété de mutualisation, c'est la sobriété de partage. Est-ce que nous sommes seuls à rouler dans notre voiture ou est-ce que nous en profitons pour covoiturer, auquel cas nous avons moins besoin, un parc de voitures moins grand que celui que nous possédons aujourd'hui? Quant au reste, les colonnes suivantes, c'est les fameux 3 R de l'économie circulaire, hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui, la réutilisation des produits, la réparation des produits, et puis le recyclage, dont je vais parler un petit peu. Alors, parlons de la réutilisation. Sur la diapositive suivante, on a un exemple. Non, ce n'est pas cette diapositive-là, pardon. Non, pardon, c'est bien celle d'avant. Excuse-moi, Adrien. C'est parce que je ne savais pas. Voilà. On a un petit schéma ici qui montre que la sobriété est affectée par tous les secteurs. Essentiellement, le bâtiment, parce que notre bâtiment fonctionne en stock, on va construire beaucoup moins de logements neufs et on va réhabiliter les maisons existantes en 2050. Pas beaucoup de sobriété en quantité de nourriture, par contre, c'est l'assiette qui va changer, moins d'alimentation carnée en 2050. Et puis, je vais examiner un peu plus ce qui est en violet, les autres que j'ai décomposés sur le graphique de droite, et on voit que tout est en diminution. Les emballages sont en diminution, les transports sont en diminution, les textiles sont en diminution, tout est en diminution, sauf les énergies renouvelables. C'est-à-dire que la sobriété s'applique, sauf les secteurs en expansion, et notamment, il va y avoir le cas des énergies renouvelables, des batteries, et c'est ça dont on parlera dans la 3e partie sur la transition énergétique.
Alors, sur la diapositive suivante, nous y voilà. Sur la réutilisation des emballages, nous préconisons la consigne et on voit que le verre, par exemple, on passe de 7% de verre à 50%. On commence à consigner les plastiques, les bouteilles en polyéthylène, les bouteilles en plastique. Et du coup, la diminution des emballages nécessaires se voit sur le graphique de droite où le verre occupe une partie moins grande avec une substitution. Les sacs plastiques vont être remplacés par des sacs papier, ce qui fait qu'on va avoir une petite augmentation du papier. Concernant la réparation, sur la diapositive suivante, nous nous sommes interrogés sur la durée de vie. On a essayé d'analyser produit par produit. Là j'ai fait un peu des agrégations entre les textiles, l'habillement de chaussures, l'électronique grand public, des secteurs qui sont un peu emblématiques. Et la réparation, la disposition de pièces détachées, l'augmentation de la durée de garantie sont des mesures qui vont pouvoir favoriser la réparation de ces produits. Sur la diapositive suivante, je vais vous parler maintenant de la stratégie industrielle, c'est-à-dire que, vous voyez, nous avons la consommation. Comment on passe de la consommation à la production de solutions? Soit on produit les produits sur place, soit on les importe et on les achète dans nos supermarchés à partir de produits qui ont été faits en Asie, qui ont été faits en Chine, qui ont été faits aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Et nous préconisons de réadapter la production, la relocalisation, pas dans tous les secteurs, mais partiellement la relocalisation. La relocalisation a plusieurs avantages que l'on peut voir sur la diapositive suivante, qui sont d'une part du point de vue social, parce qu'on va recréer des emplois à l'intérieur, qui sont environnementaux, puisqu'on évite de transporter tous ces biens, qui sont stratégiques, parce que fabriquer des produits chez nous, c'est faire de la recherche pour faire des produits de qualité, donc c'est nous assurer une place sur le leadership technologique. Et puis c'est économique aussi, parce qu'on va réduire et ajuster la balance des paiements. Alors voilà ici un schéma, par exemple, sur les engrais azotés, où on est très déficitaire, puisqu'on importe à peu près 2/3 des engrais azotés. Eh bien nous, grâce au programme AFTER, qui a été étudié par Solagro et qui est conjoint au scénario Négawatt, eh bien on consomme beaucoup moins d'engrais azotés. On les a remplacés par des engrais plus vertueux, plus écologiques. Mais puisque nous les fabriquons en France et que nous les importons, au lieu de diminuer notre production d'engrais, on peut imaginer qu'on en importe moins. Et c'est ce qu'on voit sur les grammes suivants. Alors, ici, on a une stratégie pour les engrais, on en a une autre pour la métallurgie, on en a une autre pour le papier, on en a une autre pour les énergies renouvelables. C'est ce qu'on peut voir sur le graphe suivant, où on a le même graphe, mais j'ai rajouté ici les colonnes de production. Alors, on voit que consommation, on les connaît déjà. Production, ça ne change rien pour le bâtiment parce qu'on fait les bâtiments sur place. Mais ce qui change, c'est sur les autres. Vous voyez, sur les autres, quand on regarde la conso 2014, on est très déficitaire en production de textiles, d'automobiles, des équipements, les EE, c'est les équipements électriques et électroniques. Eh bien, on relocalise une partie de ça en 2050, ce qui fait que la diminution due à la sobriété et à l'économie circulaire dans notre consommation impacte moins la production et nous permet de conserver l'emploi. Voilà, ensuite je vais vous parler maintenant avec quels matériaux fabrique-t-on. On va passer à l'étape suivante dans mon fameux diagramme où on remonte les flèches et vous voyez qu'on est passé du bleu en vert grâce à une espèce de matrice dans laquelle chaque bien est décliné en fonction des matériaux. Et on fait ça année par année jusqu'en 2050 avec la possibilité de faire des substitutions aussi de matériaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire que tous les biens que l'on produit aujourd'hui soient faits de la même façon. On le voit sur la diapositive suivante, où par exemple, dans le bâtiment, eh bien, il y a une très forte pénétration du bois, du fait qu'on construit beaucoup moins de logements neufs en 2050 qu'en 2020, eh bien, la part du bois augmente considérablement. Mais par contre, on n'a pas besoin de déforester tout puisque c'est pour construire moins de bâtiments. Donc finalement, c'est surtout le béton qui va beaucoup diminuer, être impacté. Sur les menuiseries, pareil. Non, je n'ai pas tout à fait terminé la présentation, excusez-moi. Sur les menuiseries, pareil, où on ne fait plus de PVC en 2050. C'est le bois et dans une moindre mesure l'aluminium, surtout s'il est recyclé, qui va prendre le leadership.
Ben maintenant, je vais vous parler du recyclage, effectivement. Alors, le recyclage, eh bien, nous avons examiné pas simplement, enfin, il y a 7 ans, on disait simplement, bon, on va recycler 80% de l'acier, on va recycler 40% des plastiques, puis on ne savait pas trop comment. On a affiné notre modèle maintenant en essayant de le relier au gisement de déchets, et ça, c'est quelque chose de très important que je vais vous expliquer sur la diapositive suivante. C'est que le recyclage se passe en 3 étapes. Il y a d'abord la collecte des matériaux, ben ça c'est les poubelles jaunes, et au niveau industriel, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, c'est des gens qui dans les cases de voitures, enfin, on a des usines de tri spéciales qui récupèrent les métaux pour les voitures, pour l'électroménager. La deuxième chose, c'est dans ces fameuses usines, la récupération des matériaux, qui est très facile pour l'acier parce qu'on prend des électroaimants, un peu moins facile pour les plastiques parce qu'il y a un mélange de plastique. Et puis à la fin, c'est l'incorporation, c'est-à-dire qu'on dispose de ferraille, de résine, et on va les incorporer dans la fabrication. Mais on ne peut pas disposer de ferraille, disposer de résine plastique si on n'a pas le gisement de déchets adéquat. Et c'est ce qu'on va voir sur le graphique suivant. Ici, je vais prendre l'exemple du cuivre au niveau mondial. Le cuivre au niveau mondial, c'est surtout des câbles et des tuyaux. Eh bien, la durée moyenne des objets fabriqués en cuivre, c'est 35 ans. Ça peut paraître long, mais c'est la durée moyenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on consomme à peu près 27 millions de tonnes de cuivre dans le monde, mais le gisement de déchets, ce sont les produits qu'on avait il y a 35 ans, c'est-à-dire en 1985. En 1985, on en consommait seulement 10 millions. Donc, on comprend bien que même si je recycle à 90%, je n'aurai jamais que 9 millions de tonnes. 9 millions sur 27, ben c'est un tiers. C'est-à-dire que mon taux effectif d'incorporation, il est de 35%, aujourd'hui 33% plus exactement. Et puis, si je continue sur ma croissance comme ça, croissance du cuivre, eh ben en 2020, 2050, en 2070, je serai toujours à 33%. Dans un monde en croissance, je ne peux pas espérer des taux de recyclage fabuleux. Alors que sur le graphique de droite, j'imagine que j'applique la sobriété sur le cuivre, on verra tout à l'heure comment. Eh bien, je passe par un pic et j'augmente mon gisement de déchets, alors que ma consommation n'augmente pas, elle passe par un pic et je peux favoriser le recyclage. Donc, le recyclage dépend énormément de la sobriété et c'est très important. On ne peut pas faire du recyclage si dans une économie en croissance importante. Voilà, sur la diapo suivante, je vous donne quelques exemples qui sont dans le rapport de synthèse du scénario Négawatt, et je vous invite à le lire, hein, où on voit qu'on a une diminution de l'acier, mais comme on recycle beaucoup plus l'acier en termes de matériaux primaires, en bleu, c'est-à-dire en termes de fer, finalement, ben on divise par 3. Sur les plastiques, ben, on a une diminution des plastiques qui est raisonnée de 30%, mais comme on les recycle beaucoup, eh bien, la quantité d'éthylène, de propylène, de chlore, etc., va être divisée par 2,5 à peu près. Voilà. Et maintenant, je vais passer au point suivant, qui est les matériaux bruts et les ressources. Et là, c'est surtout ce dont on va parler maintenant, parce que le thème ici, c'est de se poser la question de la pérennité de ces ressources. C'est-à-dire, je ne vais plus vous parler à partir de maintenant d'acier, de cuivre, de plastique, je vais vous parler de minerais d'acier, enfin de minerais de fer, pardon, de minerais de cuivre et puis de pétrole pour faire ces plastiques. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la réserve? La réserve, si vous allez sur différents sites, certains vont vous dire pour le cuivre, ah non, attendez, il n'y a plus que 30 ans de cuivre, puisqu'on a 870 millions de tonnes. Puis d'autres vont vous dire, mais non, mais du cuivre, il y en a 5000 millions de tonnes, c'est-à-dire 5 milliards de tonnes. La différence provient entre la réserve prouvée, celle dont on est sûr qu'elle existe parce qu'on a commencé à forer, parce qu'on a fait des forages prospectifs. La deuxième, c'est la réserve possible, c'est-à-dire qu'on a fait un peu des scans du sol, mais on n'a jamais fait de forage, donc on ne sait pas très bien. Et puis la troisième, c'est la réserve ultime, c'est-à-dire si on massacre la nature, qu'on va chercher partout, on finira par en trouver du minerai de cuivre. Et nous avons pris résolument à Négawatt l'option 1. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de réserve, on ne va pas chercher à créer des mines qui détruisent les sols,
qui contribuent au changement climatique, qui déplacent les populations, et nous nous limitons à les réserves prouvées. Donc pour le cuivre, eh ben, on considère que dans le monde entier, nous n'avons que 870 millions de tonnes à exploiter, et on va essayer de dépasser ce gap et de ne pas toujours aller chercher à creuser plus loin et plus profond. La deuxième chose dans le scénario de négawatt, c'est de se poser la question, oui, c'est bien la diapositive suivante. La deuxième chose, c'est de se poser la question, quel est le quota attribué pour la France? Parce que dans certains scénarios, on dit, mais du lithium, il y en a assez, puisqu'il n'y a que les pays riches qui vont avoir des voitures électriques. On ne peut pas imaginer que tous les Chinois, les Africains aient des voitures électriques. Donc, on va considérer que les pays riches, et dans ce cas-là, il y a assez de lithium. C'est un scénario égalitaire. Le GIEC a simulé deux types de scénarios. Un scénario égalitaire, le SSP1, dans lequel les instances internationales permettent un développement égaux et permettent que les pays qui aujourd'hui sont défavorisés de rattraper notre niveau de vie. Et un scénario parfaitement inégalitaire dans lequel c'est la concurrence, et les plus forts gagnent. C'est le scénario SSP3. Comme par hasard, nous, à Negawatt, nous avons choisi le SSP1, c'est-à-dire un scénario vertueux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on choisit ce scénario vertueux, il faut être logique. La part de ressources, le gâteau doit être partagé de manière égale, c'est-à-dire, en fait, par rapport à la population. Or, la France représente 0,86% de la population mondiale. Il est logique d'avoir une part de gâteau de ressources de 0,86%, c'est-à-dire qui correspond à 7 millions de tonnes de cuivre. Enfin, c'est ça notre raisonnement, et c'est ça les hypothèses qui sous-tendent ce qu'on va vous montrer dans les graphiques suivants. Voilà. Eh bien, je crois que j'en ai terminé avec la démarche Negamat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. On va prendre un petit temps de 5 petites minutes pour des questions de précision. Alors, il y en a une qui a été notamment posée dans l'onglet questions-réponses. Je rappelle à tous les participants que si vous souhaitez poser des questions, utilisez l'onglet questions-réponses plutôt que l'onglet discussion. Quelqu'un a demandé comment tu avais fait les hypothèses de durée de vie. Notamment, la personne là était surprise d'une durée annoncée de 6 ans pour l'informatique et la téléphonie dans un des graphes que tu as présenté. Voilà, enfin, comment ces hypothèses de durée de vie ont été faites au regard déjà des connaissances qu'on a aujourd'hui de tout ça et puis des évolutions possibles d'ici 2050. Alors, c'est vrai que les durées de vie, elles sont toujours discutables. Ça dépend des appareils types que l'on prend. C'est vrai que dans la téléphonie, il n'y a pas que les smartphones que nous avons, il y a l'ensemble des réseaux et des communications. C'est-à-dire que la téléphonie, c'est tout un monde. Voilà, on peut pas. Donc, c'est une agrégation. Il faudrait rentrer dans tous les sous-modules. Nous avons fait à chaque fois des sous-modules. Quand on prend l'informatique, par exemple, il y a les ordinateurs, il y a les imprimantes, il y a les serveurs, il y a toutes ces choses-là. Sur la téléphonie, pareil. Et nous avons compulsé un certain nombre de sources différentes pour essayer de faire une durée de vie moyenne qui corresponde, qui soit au prorata des différents biens de consommation qui interviennent dans le secteur. Et c'est vrai que justement sur la téléphonie et l'informatique, c'est des secteurs particulièrement compliqués. D'accord, merci beaucoup. Une petite question que moi je me posais en termes de méthodologie. Tu évoquais 128 secteurs qui avaient été listés dans le scénario Negamat. Ces 128 secteurs, ils ont des données officielles sur lesquelles vous avez pu vous baser pour construire les données de base, ou il y a des choses qu'il a fallu aller chercher à d'autres endroits? Alors, si on regarde Eurostat, on a 4000 lignes de Prodcom, ce qu'on appelle, c'est la catégorie NAS. Alors, on a fait en fait une subdivision des secteurs les plus courants qui correspondent, bon, par exemple pour l'agroalimentaire, on a divisé entre la viande, les légumes, les poissons, le lait, les produits amylacés, etc. Lorsqu'il s'agissait des œufs, les équipements électriques, on a pris les moteurs, on a pris les machines tournantes, on a pris les réseaux, si je me souviens bien, puis il y a tout le domaine de l'électronique dans lequel on a séparé informatique, téléphonie. Voilà comment on a procédé. On a fait des regroupements qui sont un petit peu les nôtres, mais sur lesquels on pouvait avoir des hypothèses similaires. D'accord. On a deux questions autour du dernier point que tu as évoqué sur le quota en fonction de la population.
Quelqu'un demande si on a gardé le niveau de population actuel jusqu'en 2050 ou si on a suivi les projections démographiques. Et une autre personne demande si répartir justement en fonction de la population, est-ce que c'est pas défavoriser des territoires, enfin en tout cas des pays, qui seraient moins denses et plus difficiles à vivre? Est-ce qu'on peut Alors, tout voir au prisme de la population? Voilà, si j'ose résumer comme ça. toutes ces questions sont très bonnes. Il a fallu trancher. Hein. Soit on fait varier la population jusqu'en 2050, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que les pays qui ont un très fort taux de croissance démographique vont avoir une part de gâteau plus importante. Et ça veut dire que ça encourage les gens finalement à voir exploser leur démographie. C'est peut-être pas souhaitable. Si on garde en 2050 la proportion actuelle par rapport à la réserve, ça signifie que les gens sont responsables de leur explosion démographique. Voilà. Les deux options se discutent. Hein. Nous avons pris, nous, plutôt la deuxième, qui consiste à garder le même prorata. Quant au territoire, c'est vrai qu'on n'a pas affiné jusque-là. Pour l'instant, on est sur des hypothèses qui sont le même taux. Voilà, nous en France, on avait besoin de savoir finalement quelle est la part de gâteau qu'on va avoir. Bon, on a gardé ce taux de 0,86%, qui après Negabat va être employé dans d'autres pays. On fera peut-être d'autres hypothèses, notamment sur le scénario européen. Ce qu'on espère, c'est qu'il fera des petits et qu'il pourra être utilisé pour d'autres territoires. Avec peut-être d'autres hypothèses qui existent, qui peuvent être modifiées. Mais je crois que de toute façon, pour la France, le scénario Négawatt regarde les projections INSEE. Et grosso modo, ce pourcentage est toujours autour de 0,8 ou 1%. Hein. C'est quelque chose de cet ordre de grandeur. D'accord. On va prendre une dernière question pour cette partie-là, puis on enchaînera ensuite sur la deuxième partie. Une personne fait remarquer que le recyclage des plastiques, c'est compliqué, comme tu l'as dit, et qu'au-delà du problème des mélanges, le matériau se dégrade au cours des recyclages. Du coup, la personne demande si le taux de recyclage espéré pour les plastiques prend cette dégradation en compte dans les hypothèses de Negamat. Oui, on a été assez conservateur sur le taux de recyclage des plastiques. Comme on a fait ce programme avec l'ADEME, on s'est aperçu que nos hypothèses de recyclage de plastique sont moins élevées. Hein. On est à 40% d'incorporation de plastique en 2050. On pourra améliorer les choses. Voilà. Après, c'est effectivement compliqué, les plastiques. On a été relativement conservateur. D'accord. Et un tout dernier petit point que je viens de voir apparaître dans les questions. L'année de référence, c'est 2014. On demande s'il y a des chiffres plus récents. Je crois que ce n'est pas le cas, mais confirmation de ta part. Alors, pour l'instant, c'est 2014 parce que ça demande une mobilisation de chiffres et de statistiques. L'année 2014 est très fournie en renseignements. On va passer à une année type qui ne sera pas 2020 puisque c'est l'année Covid, mais qui sera probablement 2019, 2018. Voilà, on est en train de faire une actualisation, une mise à jour. Ça ne va pas énormément changer la cartographie d'aujourd'hui. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour ces premières réponses à ce premier lot de questions. On y reviendra tout à l'heure. Et je t'engage à commencer la deuxième partie, donc justement sur les matériaux précisément. Alors, les matériaux, vous avez bien compris que je vais essentiellement parler des matériaux bruts, c'est-à-dire je vais parler du fer, de l'acier, du fer, du pétrole, du minerai de cuivre, puisque c'est ça qui nous intéresse. On essaie de voir et de se poser la question si si notre empreinte sur l'environnement est raisonnable ou non. Et j'ai bien utilisé le mot empreinte. Tiens, justement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de la consommation, mais bien de l'empreinte. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte? Je vais l'expliquer sur cette espèce de diagramme. Lorsqu'on produit une voiture en France, on a besoin d'acier et donc de fer. Ce fer ne le produit pas en France, donc il vient de l'étranger. Et c'est ce qu'on appelle le DMC, c'est-à-dire la Domestic Material Consumption, la consommation de matériaux domestiques. Bon, c'est comme ça que c'est référencé sur le site Eurostat, c'est-à-dire le fer dont nous avons besoin pour fabriquer les voitures en France. Seulement dans les voitures que l'on consomme, il y a celles qui ont été fabriquées en France et celles qui ont été fabriquées à l'étranger et importées. Et nous en sommes responsables. C'est-à-dire que ces voitures elles-mêmes requièrent du fer pour fabriquer l'acier qui les compose. Et cet acier, eh bien, ça a engendré l'ouverture de mines de fer.
il serait logique, puisque nous sommes responsables de la consommation, d'intégrer cet acier ou ce cuivre ou la silice pour faire le verre, enfin, et tutti quanti, pour les voitures qui ont été importées. Et puis de retrancher ce dont nous ne sommes pas responsables. C'est vrai qu'a priori, les voitures que l'on exporte, eh bien, elles concernent les gens qui les ont achetées à l'étranger. Et dans ce cas-là, nous sommes moins redevables. Cette comptabilité que l'on appelle le Raw Material Consumption dans le site d'Eurostat, qui est la consommation de matériaux bruts, raw material, ça veut dire brut, eh bien, en fait, c'est ça l'empreinte. Et moi, je vous propose, à propos de matériaux, de ne parler plus que d'empreinte. C'est-à-dire, nous avons une certaine responsabilité. On a tendance à dire oh là là, mon Dieu, la Chine, c'est effrayant, ils ont beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais il ne faut pas oublier qu'on importe beaucoup de leurs produits, donc nous sommes responsables. Et si on analyse les choses en empreinte carbone au lieu des émissions territoriales, on s'aperçoit que les chiffres parfois s'inversent sur la responsabilité. Ici, je ne vais pas vous parler d'empreinte carbone, mais bien d'empreinte matière, et on va se poser la question de notre responsabilité vis-à-vis des objets que nous consommons, qu'ils soient produits en France ou à l'étranger. Alors, sur la diapositive suivante, eh ben, on regarde cette empreinte. Vous voyez que la DE, c'est la Domestic Extraction. On extrait en France que de la biomasse, on a des forêts, on a du bois, et puis des granulats. On n'extrait pas de métaux et on n'a pas de pétrole. Notre consommation domestique, DMC, le deuxième graphe, on a un petit peu de métaux et un petit peu d'énergie fossile dont nous avons besoin pour fabriquer nos plastiques. Mais si je regarde l'empreinte, beaucoup plus pour les matériaux et davantage pour les énergies fossiles. Je ne parle pas ici de la combustion de ces énergies fossiles, je parle du pétrole ou du gaz qui va rentrer dans la fabrication de nos objets. Et je vous propose de ne pas trop regarder biomasse et minéraux parce que ce webinaire, on va faire un petit focus important sur les matériaux, et les minéraux, les métaux, excusez-moi, et puis sur les fossiles. Allons-y. Commençons par, je vous ai dit qu'on n'avait pas parlé de la biomasse, mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler un petit peu du bois, parce que le bois, la forêt, c'est important. On voit qu'en 2050, eh bien, notre empreinte sur le bois a diminué, a légèrement diminué. Attention, graphique en jaune, c'est le papier recyclé. On va faire moins de papier. Dans le bâtiment, on l'a vu un petit peu tout à l'heure sur les substitutions, on construit plus de bâtiments, mais en même temps, la part du bois augmente, donc c'est un peu similaire au point de vue du bois. Et donc, notre empreinte sur le bois a légèrement diminué. On réutilise les palettes en bois, ce qui fait que notre empreinte sur le bois, elle a un petit peu diminué. Et maintenant, je vais vous parler surtout des minéraux, des métaux. Décidément, je n'y arrive pas. Alors, les métaux, eh bien, on va regarder ici, toujours pareil, alors il faut s'habituer, hein, DMC, c'est la Domestic Consumption, RMC, c'est bien l'empreinte. Si je regarde l'empreinte, je m'aperçois que nous sommes en diminution par rapport à l'ensemble des métaux. Enfin, là, il s'agit ici de l'acier. Beaucoup dans le bâtiment, beaucoup dans l'ensemble. Et je vois que malheureusement, le graphique a été mal positionné. Il cache la figure de droite. C'est bien dommage. Désolé pour ce petit bug sur le PowerPoint. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, alors on voit pour le cuivre. Est-ce que tu peux revenir à la diapositive précédente? Désolé, hein. Je vais la commenter néanmoins, cette figure de droite, où on a seulement, vous voyez, on arrive en 2070 pour l'acier. On a la réserve d'acier. Non, on peut conserver le diaporama, Adrien, c'est pas grave qu'il y ait ce bug. Excusez-moi, j'ai plus le diaporama sous les yeux. Ce n'est pas grave qu'il y ait ce bug, c'est pas la peine de le corriger. Voilà. Oh, je ne sais pas comment il a fait, il a réussi, il est très très fort. Très très fort, il a réussi à... Bravo. Merci Adrien. Alors, on voit ici en orange, c'est la réserve d'acier, c'est-à-dire la réserve prouvée, hein, qui est la réserve de fer, puisque l'acier c'est coordonné au fer. Et puis on voit qu'on est loin de la réserve dans notre consommation, c'est-à-dire que l'acier n'est pas un matériau critique. On va beaucoup mieux le recycler, on va diminuer notre empreinte et sur le fer, on peut dire que les efforts de sobriété que nous avons faits dans le bâtiment, dans les emballages, dans l'électroménager, font que ce matériau n'est pas un matériau critique. Il en va autrement du cuivre. Sur le cuivre, qu'on voit sur la diapositive suivante, on a le même type de graphique où vous voyez la réserve
Et on s'approche dangereusement de cette réserve à partir de 2000, j'ai du mal à lire, mais c'est à partir de 2030, 2040, hein, voilà, mais un très fort recyclage nous permet de ne pas aller jusqu'à cette réserve. C'est dans les réseaux surtout qu'on va beaucoup diminuer l'empreinte du cuivre parce qu'on va substituer le cuivre par de l'aluminium. Hein, et puis aussi, alors c'est dans les réseaux, les énergies renouvelables consomment du cuivre, certes, de manière modérée, et nous allons analyser plus tard, plus spécifiquement, ces aspects de la transition énergétique. Le cuivre, c'est vrai, est un matériau critique qui demande notre vigilance. En fait, je présente deux matériaux ici, un qui ne pose pas problème, l'acier et le fer, et l'autre, c'est le cuivre et son corollaire, le minerai de cuivre. Sur la diapositive suivante, on voit pour les autres métaux qu'on a une diminution de l'empreinte globalement, hein, pas tant sur les métaux précieux, parce que le métaux précieux, on continue de consommer de l'argent, notamment dans le numérique, notamment dans le photovoltaïque. Par contre, un très gros effort sur le recyclage qui nous permet de diminuer notre demande en argent primaire, c'est-à-dire en minerai d'argent. Et dans l'ensemble de ces secteurs, on a quand même une forte diminution, sauf dans les autres métaux. Vous voyez, alors j'ai cité toute une liste très importante qui est difficile de faire apparaître. Il faudrait un webinaire spécial sur les autres métaux. Mais là, on va rentrer dans l'univers du numérique, puisque dans les smartphones que nous avons, il y a 60 kilos d'oxydes de minéraux. Hein. Donc ça, c'est autre chose. Et je vais faire un petit focus sur les terres rares. Je te remercie, Adrien, d'être passé rapidement. Les terres rares, pourquoi j'en parle? Parce qu'on en parle beaucoup. Les terres rares ne sont pas si rares que ça. Les terres rares ne sont pas forcément le pire des problèmes. Il y a des métaux qui ne sont pas des terres rares. Je pense à l'indium, par exemple, qui est un métal critique. Je pense au tungstène, qui est un métal critique. Hein. Mais comme on parle beaucoup des terres rares, elles posent en tout cas un problème géopolitique, puisqu'elles sont produites à 88% par la Chine, et la Chine dispose de réserves de 47%. Donc c'est vrai que diminuer les terres rares, c'est un enjeu important pour l'environnement, mais c'est surtout un enjeu important pour notre souveraineté en tant que matériau. Alors, on va regarder d'abord qu'est-ce que c'est que ces fameuses terres rares dans lesquelles, sur la diapositive suivante, on va voir que parfois c'est un peu mélangé des choux et des carottes. Parce que quand vous regardez le cérium et le lantane qui font partie des terres rares, c'est pour des applications, par exemple les pare-brises de vos voitures contiennent du cérium, hein, ce qui n'a rien à voir avec la transition énergétique, et ce qui sont néanmoins des terres rares que l'on ne trouve pas en France, qu'on est obligé d'importer. Les deuxièmes types de terres rares, c'est néodyme, dysprosium, praséodyme, et elles concernent les aimants permanents. Qu'est-ce que c'est que ces aimants permanents? Si vous regardez un moteur en 1950, un moteur faisait à peu près 11,9 cm3. Le même moteur aujourd'hui avec des aimants permanents fait 0,22 cm3. Les aimants permanents, c'est la miniaturisation des moteurs. Hein. Tous ceux qui avaient des perceuses dans les années 80, vous savez qu'on avait des grosses perceuses pour enfoncer péniblement une petite vis. Aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de couple. Si vous regardiez les haut-parleurs dans les années 80, ça n'a rien à voir avec les petits haut-parleurs qu'on a dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, et les petits haut-parleurs que l'on branche, qui ont... et bien tout ça, c'est les aimants permanents. Les disques durs miniaturisés, ce sont les aimants permanents, et eux consomment du néodyme, du dysprosium, et le néodyme est emblématique. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure dans la transition énergétique. Et puis enfin, vous avez toute la fluorescence, je ne vais pas en parler aujourd'hui, elle concerne surtout les écrans plats et le numérique. Alors sur la diapositive suivante, on se rend compte de l'importance de tous ces aimants permanents. Hein. Vous en avez partout dans votre voiture, partout, dans les petites pompes, dans les glaces électriques, dans les lave-glaces, dans les essuie-glaces, un petit peu partout. Et là, je vous présente à gauche l'utilisation des aimants permanents dans le monde, une extrapolation qui a été faite, et on s'aperçoit que 40%, c'est pour tous ces petits moteurs en question, mais votre moteur de machine à laver contient des aimants permanents. 35% pour l'électronique, 10% pour le vélo électrique, parce que les Chinois fabriquent énormément de vélos électriques. Hein, je crois que c'est quelque chose comme 2 milliards par an. Enfin, je me souviens. Non, ce n'est pas 2 milliards. 40 millions par an, c'est ça. 10% pour le vélo électrique, et vous voyez, l'éolien, c'est 2%. Donc, quand on lève les bras au ciel en disant l'éolien va menacer les terres rares,
faut se poser d'abord la question du numérique et d'abord la question de tous ces petits moteurs qui nous arrangent bien la vie et dont nous sommes dépendants. Sur la diapositive suivante, je vais vous parler maintenant des fossiles à usage non énergétique, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon qu'on ne brûle pas, mais que l'on va utiliser pour fabriquer des plastiques. Donc, je veux bien, voilà. On se rend compte ici que dans le scénario négawatt, on diminue énormément leur empreinte. Autre PP, c'est les autres produits pétroliers qui sont divisés par 2,5. Le GPL divisé par 2,5. On ne fait plus de charbon parce qu'on fera de la sidérurgie à l'hydrogène et une augmentation raisonnée de l'hydrogène dans les usages, notamment pour l'acierie et pour l'ammoniac. Et sur la diapositive suivante, alors il y a un certain nombre de technologies, vous l'aurez dans le PowerPoint qui vous sera diffusé. Nous, tout ça pour dire que la voie de l'éthanol, souvent quand on parle de faire du biosourcé, de remplacer le pétrole, les gens disent « Ouh là 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 là, mais ça va faire des cultures, ça les cultures, c'est pas bon, c'est les agrocarburants. » C'est pas la voie que nous avons retenue, c'est pas la voie que nous avons choisie. C'est pas celle-là. Nous, la voie que nous avons choisie, c'est celle du méthanol. Le méthanol est une brique élémentaire avec laquelle nous pouvons faire ce que nous faisons aujourd'hui dans la chimie de base, c'est-à-dire éthylène, propylène, benzène, etc. Et ce méthanol, nous le fabriquons à partir de l'hydrogène et à partir du CO2 de récupération des cheminées. Donc, plus besoin de combustible fossile. Au contraire, on récupère du CO2, ce qui fait que le méthanol va nous permettre de faire des oléfines et des aromatiques, de la chimie de base, qui va nous permettre de faire des plastiques biosourcés. Et c'est lui qui est en augmentation, c'est cette technique-là que nous promouvons dans le scénario négawatt. Voilà. Merci Manu. On va refaire de nouveau 5 petites minutes de questions de précision. J'en ai retenu déjà 3 là, dans les questions que les participants ont posées. La première est, est-ce que dans les chiffres dans les calculs que vous avez faits, est-ce que vous avez pris en compte l'impact de la relocalisation industrielle que tu as évoqué sur les ressources en matériaux, sur les besoins aussi, parce que forcément, s'il y a plus d'activité industrielle, on peut supposer qu'il y a besoin de plus de matériaux pour ces industries-là. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas la consommation de ressources, c'est bien l'empreinte. Donc, l'empreinte intègre, y compris, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui a été relocalisé ou ce qui n'a pas été relocalisé. L'empreinte se moque de la relocalisation puisqu'elle va chercher jusqu'au fin fond du monde les mines qui ont servi à fabriquer les objets qui finalement finissent par se retrouver chez nous, ou au bureau, ou sur le territoire national. Donc, il faut bien comprendre que la relocalisation est importante pour la consommation de matières que nous importons en France. Si nous importons de la bauxite, si nous importons du minerai de fer, si nous importons des terres rares. Mais ce n'est pas ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est bien l'empreinte. C'est-à-dire que ces matières aient été utilisées à l'étranger ou utilisées chez nous. Et c'est ça qui nous concerne. Il en va de notre responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on pourrait imaginer un scénario très, très vertueux sur le plan écologique où on pourrait se frotter les mains en disant on a réussi, c'est qu'on ne fasse plus d'industrie du tout en France. Ah ben c'est bien, on n'a plus besoin d'importer de matériaux et on se donne bonne conscience pour quelque chose qui ne serait pas du tout vertueux, vous le comprenez bien, puisque ce qui veut dire que nos biens seraient produits à l'étranger. C'est pour ça que nous ne raisonnons pas en consommation, nous raisonnons bien en empreinte, en tenant compte de tout ce qui se passe à l'étranger et qui finit chez nous, dans nos supermarchés, à la maison, au bureau, dans nos assiettes. D'accord. Il y a une question aussi d'Emmanuel Laroche qui demande si la spécificité de certains métaux coproduits, comme le gallium, l'indium, ont été pris en compte, car ils sont nécessaires par exemple à l'informatique ou à l'efficacité énergétique, type les LED. Or, il est fait remarquer que leur production est limitée par la production de métaux primaires, type fer, alu, cuivre. Et du coup, il en profite aussi pour demander si on a trouvé... alors, je vais retrouver ça... Question, les réserves prouvées de gallium et d'indium, justement. Enfin voilà, est-ce que ça a été pris en compte, cet aspect des coproduits? Alors, work in progress, c'est-à-dire que non, nous ne sommes pas penchés pour l'instant. Le module des gammates, nous l'avons fait, pas dans le détail pour les métaux non ferreux, ça fait l'objet de la prochaine mouture, puisque nous sommes en discussion avec le BRGM, nous sommes en discussion avec l'ADEME, nous allons améliorer le module. Évidemment, nous l'avons présent à l'esprit,
mais dans ce que je vous ai présenté, on n'en a pas tenu compte pour l'instant, et ça fait partie du prochain séminaire que nous allons vous présenter dans 2-3 ans. Voilà, comme tu dis, work in progress, le scénario Négawatt s'améliore chaque année. Et une petite question de précision, quelqu'un demande si les pourcentages que tu annonces en aimant permanent sont en poids ou en nombre d'aimants. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as en tête. Je ne me souviens plus de quel diapo on fait référence, des pourcentages. Ah oui, ça y est. Oui, c'est en poids, c'est en masse. En fait, c'est en masse, effectivement. C'est-à-dire que, alors, plus précisément, il s'agit de la masse de néodyme qui est contenue dans les aimants permanents. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que le graphique ne fait pas référence à des aimants permanents eux-mêmes, c'est plutôt la masse de néodyme qui est passée dans les aimants permanents avec les usages cités. Ok, très bien. Bon, on est à peu près dans notre bon timing. Alors, je vois que tous les participants posent des tas de questions. On n'arrivera peut-être pas à répondre à toutes, mais on va continuer sur cette troisième partie sur la transition énergétique, qui est quand même aussi un peu le cœur de ce webinaire, de la question qui se pose. Et puis après, j'essaierai de reprendre pas mal de questions sur la dernière partie d'échange. Alors, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? Et puis, qu'est-ce que c'est que la non-transition énergétique? Eh bien, c'est quelque chose qu'on va évoquer dans la synthèse, hein. Parce que ce n'est pas une question simple. La transition énergétique, c'est le scénario Négawatt, enfin, en tout cas, c'est notre vision, et on essaie de vous l'exposer. Avec quoi la compare-t-on? Ça, c'est moins simple. En général, quand on pose la question aux gens, la transition énergétique, vous voyez des articles de presse, la transition énergétique menace les matériaux, la transition énergétique va nous coûter très cher, la transition énergétique ne nous permettra pas d'avoir suffisamment d'électricité, et les gens ont dans l'esprit les énergies renouvelables, ils ont dans l'esprit la mobilité, les batteries, les réseaux. Ce n'est pas que ça, la transition énergétique, c'est aussi tout ce que je vous ai exposé précédemment, c'est-à-dire la sobriété, c'est-à-dire l'économie circulaire. Mais nous allons quand même vous parler de ce qui est emblématique, de ce dont tout le monde parle. C'est-à-dire qu'on va vous évoquer un petit peu l'éolien, un petit peu le photovoltaïque, un petit peu les réseaux, les batteries. Et puis surtout, très important, ne partez pas, c'est la synthèse. C'est là qu'on va essayer de vous donner notre vision de la transition énergétique et de ce qu'elle n'est pas. Allons-y pour l'éolien. Alors, l'éolien, on entend dire beaucoup de choses. L'éolien nous menace complètement sur le béton, sur l'acier, sur le néodyme, sur toutes ces choses-là. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est de quelle technologie on parle. Les technologies sont très importantes. Les éoliennes qu'on fabriquait il y a 20 ans ne sont plus du tout les mêmes que les éoliennes d'aujourd'hui. Et certains ACV sont en relation avec les éoliennes qu'on produisait il y a 20 ans. Elles dépendent déjà de savoir si c'est de l'éolien en mer ou de l'éolien terrestre, de savoir comment sont faites les fondations, est-ce que c'est de l'ancré ou est-ce que c'est du flottant, elles dépendent de savoir si les tours sont en béton ou en acier, et elles dépendent beaucoup des types de générateurs. Alors les générateurs, c'est ce qui sert à produire de l'électricité, et puis il y a deux grandes familles de générateurs, c'est les générateurs avec une boîte de vitesse, alors désolé, on va faire un petit peu d'anglais, gearbox, hein, que j'ai mis en vert parce que ils consomment grosso modo moins de matériaux. Et puis, vous avez direct drive, la transmission directe, hein, qui évite les boîtes de vitesse, mais on comprend bien que la transmission directe, ça demande beaucoup plus de couple qu'une boîte de vitesse, hein. Vous savez tous, dans votre voiture, si vous n'avez pas de boîte de vitesse, vous aurez du mal à monter les côtes. Donc, ils vont requérir davantage de matériaux, des volumes plus importants et surtout beaucoup plus d'aimants permanents, les fameux aimants permanents. Et la deuxième chose, c'est dans les générateurs, est-ce qu'on fait des moteurs synchrones bobinés, comme on sait très bien les faire traditionnellement, qui sont plus lourds, qui sont plus volumineux, qui requièrent pour les bobinages davantage de cuivre, où on fait ces fameux moteurs à aimants permanents qui consomment davantage de terres rares, de néodyme. Donc, la question, lorsqu'on parle de l'éolien, c'est bien de se poser la question de savoir quel type de générateur on va mettre en œuvre. Alors, sur la diapositive suivante, eh bien, je parle un petit peu de ces types de générateurs. On vous reconnaît ici alors DD, hein, Direct Drive, et GB, Gearbox, désolé de faire c'est ce que vous trouvez dans tous les rapports internationaux. Et puis, on s'aperçoit, PMSG, Permanent Magnet, c'est les PMSG, ce sont les aimants permanents. Eh bien, vous voyez que les aimants permanents vont consommer, excusez-moi, je n'ai pas le dessous de la diapo, mais vont consommer
davantage de cuivre et moins d'alu, moins de cuivre, pardon, et moins d'alu que les moteurs bobinés, bien sûr, c'est logique, mais que si je suis par contre en gearbox, c'est-à-dire en boîte de vitesse, je vais réduire ma part de matériaux. Et c'est très flagrant pour le néodyme. Le néodyme, bah oui, en aimant permanent, j'en ai beaucoup si je suis en direct drive, en transmission directe, mais si je continue d'avoir des gearbox, j'en ai beaucoup moins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'éolien terrestre, c'est 90% de gearbox, donc très peu d'aimants permanents et seulement 10% d'aimants permanents. Et là, j'ai représenté en dessous les parts de marché de ces différentes technologies pour, dans le cumul de tout ce que nous allons faire dans le scénario négawatt. Il n'y a pas de raison dans l'éolien offshore de se passer de gearbox. Et on voit que ce qui consomme beaucoup de néodyme, c'est seulement 18% du marché. Ce qui en consomme le moins, c'est 36% du marché. Donc, il n'y a pas de fatalité. Et à chaque fois qu'on vous dit, attention, l'éolien contribue à beaucoup de cuivre, beaucoup de néodyme, beaucoup de métaux, toujours se poser la question de quel éolien on parle. Est-ce que c'est celui d'il y a 20 ans ou celui d'aujourd'hui? Et quelle technologie, notamment, quelle technologie de générateur? Et qu'est-ce qu'on préconise pour l'avenir comme répartition des parts de marché? Ça, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser. Diapositive suivante. La même question se pose pour le photovoltaïque, où la photovoltaïque, il y a la question, est-ce qu'il se fait en toiture ou est-ce qu'il se fait en sol? Il n'y a pas photo. En toiture, ça demande beaucoup moins de matériaux, hein, sauf qu'il y a quand même les réseaux qui sont beaucoup plus diffus, et ça, Adrien va en parler. Dans le photovoltaïque au sol, bah, on consomme davantage d'acier, ça c'est certain. On consomme davantage d'aluminium, ça c'est certain. Pas forcément davantage de cuivre, donc pas de gros problèmes vis-à-vis du cuivre. Et puis, Tracker 1, Tracker 2, c'est des technologies de suivi que nous ne développons pas dans le scénario négawatt. Donc déjà, de quelle technologie on parle vis-à-vis du photovoltaïque? Et puis, il y a les cellules. Sur la diapositive suivante, sur les cellules, on dit souvent le photovoltaïque, c'est des terres rares, le photovoltaïque, c'est des métaux critiques. Alors, oui, si c'est des cellules au tellure de cadmium qui ont des rendements supérieurs et qui sont utilisées notamment dans le spatial, dans des choses comme ça, si c'est des couches minces avec de l'arsénure de gallium, d'accord. Mais aujourd'hui, dans le monde et en prévision pour l'Europe, 95% du marché, c'est des toutes bêtes cellules photovoltaïques au silicium, les panneaux bleus que vous voyez partout, ce n'est pas du tellure de cadmium, ce n'est pas de l'arsénure de gallium. Et dans ces panneaux au silicium, il n'y a pas de métaux critiques ni de terres rares. C'est ça que nous développons dans le scénario négawatt. Nous ne développons pas ces technologies très particulières, hein, et toujours se poser la question par rapport au photovoltaïque, encore une fois, de quelle technologie parle-t-on? Voilà, je vous ai dit l'essentiel sur les énergies renouvelables. Si, j'ai oublié il y a l'argent. L'argent qui est un métal, effectivement, qui intervient dans les soudures. Il faut savoir que il y a 20 ans, l'argent, il y en avait 80 grammes par kilowatt. Aujourd'hui, on est descendu à 20 kg, et toutes les prospectives disent que sur l'argent, on va descendre à peu près à 5 grammes par kilowatt. Donc ça, on tient compte aussi de cette décroissance et des améliorations technologiques qui prolongent celles qui se sont produites dans le passé. Et puis, vous avez tout sur les autres types de métaux que l'on trouve dans le photovoltaïque. Voilà. Eh bien, je vais laisser la parole maintenant à Adrien. Adrien Jacob, on a deux Adriens. Adrien, c'est un beau prénom parce que j'ai des collaborateurs vraiment géniaux et c'est avec plaisir que je travaille avec eux. Je vais passer la parole à Adrien Jacob. Eh bien, grand merci Manu. Donc, je vais intervenir sur les réseaux électriques, alors avec malheureusement pas assez de temps à mon goût, donc je vais essayer d'être synthétique. Et je vous renvoie pour le détail sur d'autres productions de négawatts sur l'évolution du système électrique. Donc, en termes d'impact matière des évolutions pressenties du réseau, on se place évidemment sur une trajectoire négawatt, donc 100% renouvelable électrique à terme. Le principal impact pour nous ici, ça va être des besoins de solidarité territoriale renforcés. Donc ça veut dire plus d'interconnexion entre régions françaises, mais aussi avec les autres pays européens. Donc ça implique des connexions au niveau du transport. Ça va impliquer aussi un renforcement des capacités d'acheminement entre le transport et la distribution, donc au niveau des postes sources. Bien sûr, on va devoir construire des nouvelles lignes pour accorder les différents parcs d'énergie renouvelable à tous les niveaux de tension.
Et au niveau du stockage, eh bien, en plus des traditionnels barrages de pompage-turbinage, on va y ajouter quelques batteries et des installations de power to gas. Donc c'est un sujet, l'impact matériau des évolutions du réseau, c'est un sujet d'actualité qui intéresse beaucoup, qui a fait l'objet en parallèle de nos travaux d'estimation de RTE et Enedis sur leur périmètre respectif, donc transport et distribution. Le travail de RTE est à saluer parce qu'il a englobé non seulement leur périmètre, mais également plus largement les implications pour le réseau de distribution. Donc on a mené une discussion avec ces différents acteurs. C'est une discussion qu'il faut qu'on poursuive parce que les problématiques sont assez complexes et c'est un domaine où il faut bien reconnaître que la règle de 3 est rarement une bonne idée. Et donc il faut sans cesse améliorer nos modèles. Cela étant, on est quand même déjà en mesure de produire des résultats qui sont relativement cohérents, plutôt consensuels avec les conclusions de ces autres études. Globalement, on peut dire que les principaux impacts de la partie réseau vont être sur le cuivre, l'aluminium, le béton et l'acier. On peut déjà mettre de côté toute la partie stockage dont on parle beaucoup en termes de matériaux, mais qui en l'occurrence là est finalement comparativement assez faible. Donc notamment les batteries stationnaires dont on parle beaucoup, nous dans notre scénario, il n'y en a pas tant que ça parce qu'elles gèrent en fait un équilibre du réseau à très court terme. Et donc les besoins associés à ces batteries sont quelques ordres de grandeur en dessous des besoins pour la mobilité. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Et puis la partie Power to Gas, qui est finalement le plus gros levier de gestion de l'intermittence, eh bien, il est, d'après nos calculs, très peu consommateur de matériaux en comparaison des installations de production renouvelables. Donc ici, je présente des résultats sur les 4 matériaux dont j'ai parlé précédemment, où je compare en fait des résultats, donc en vert les nôtres, en bleu des résultats qui ont été extraits du rapport RTE pour le scénario qui s'apparente le plus au nôtre, même s'il faut souligner que leur niveau de consommation est plus élevé, puisqu'il y a moins de sobriété. On voit que globalement, les ordres de grandeur sont comparables, il y a quand même des différences, mais surtout ce qu'on peut retenir, c'est qu'ici, les valeurs sont exprimées en pourcentage de la consommation totale, donc y compris hors usage du système électrique. Et donc on voit que finalement, cette proportion est relativement modeste. A fortiori, si on compare, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Manu, si on compare donc ces chiffres-là qui sont des scénarios ambitieux 100% renouvelables avec une alternative qui consisterait à dire, OK, on ne fait pas du 100% renouvelable, mais on fait une relance du nucléaire, une prolongation des réacteurs, etc. Et donc, pour ça, j'ai mis sur le même graphique en couleur claire les équivalents côté RTE et négawatts de ces scénarios alternatifs, où on voit que même dans ces scénarios, de toute façon, on a une consommation qui est loin d'être nulle. Et donc, l'écart entre ces deux alternatives est finalement assez faible au total sur la consommation de ces matériaux. Cela étant, il ne faut pas se limiter seulement à ces chiffres, il faut aussi croiser ces consommations avec les réserves disponibles. Et c'est là où on se rend compte que autant sur les 3 derniers matériaux, il n'y a pas trop d'enjeux, autant sur le cuivre, comme ça a été dit précédemment, il y a potentiellement une tension. Et donc, pour éviter de dépasser notre fameuse limite planétaire, limite éthique de 1%, grosso modo, des réserves mondiales, on a un ensemble de leviers. Alors, je vais passer assez vite. Tout d'abord, on peut assez facilement substituer le cuivre par l'aluminium dans les conducteurs. Ça, c'est quelque chose qui est déjà fait et qui pourrait s'accentuer à l'avenir. On peut réfléchir à la flexibilité de la demande pour dimensionner au plus juste le réseau. Le rapport RTE, je vous invite à consulter, a très bien souligné l'impact de la sobriété en électricité sur la partie matériaux. Évidemment, on peut et il faut réduire les usages du cuivre pour les autres besoins que le système électrique. Et en dernier lieu, évidemment, il y a le levier recyclage qui pourrait être poussé à terme à son maximum puisque c'est un matériau qui se recycle facilement. Et je vais passer la parole à l'autre Adrien. Bonjour à toutes et à tous.
Je vais essayer maintenant en 10 minutes de faire un rapide état des lieux des enjeux matières liés à la transition énergétique dans les transports, principalement aux enjeux matières liés à l'électrification du secteur des transports, puisque c'est la voie qui est la plus promenée dans les différents scénarios de transition énergétique, même si négawatt est peut-être une exception, nous y reviendrons tout à l'heure. Tout d'abord, contexte et motivation. Déjà dire ce que c'est un scénario de non-transition énergétique dans les transports. C'est un scénario dans lequel on continue à utiliser toujours autant, voire plus, nos véhicules essence et diesel, ce qui aurait pour impact direct un changement climatique important, avec des sécheresses, des pics de température, des montées des eaux, bref, des phénomènes que l'on observe déjà aujourd'hui sur notre territoire. C'est aussi un scénario dans lequel on aurait des impacts environnementaux importants liés à l'extraction et au raffinage du pétrole, et aussi un scénario de dépendance envers les pays exportateurs d'énergie fossile. Lorsqu'on regarde maintenant les scénarios de transition énergétique, c'est tout d'abord des scénarios avec une part importante de sobriété et d'efficacité énergétique. C'est par exemple la réduction du besoin de se déplacer en véhicule, en voiture. C'est aussi des infrastructures qui permettent l'essor des mobilités douces, marche et vélo. En ce qui concerne des véhicules, des technologies de véhicules et des vecteurs énergétiques, 3 principales technologies s'offrent à nous. Tout d'abord, conserver le même véhicule, mais avec des agrocarburants, sauf qu'on aurait des conflits d'usage avec l'alimentaire, et malheureusement, cela dans le passé a déjà été source de famine dans différentes régions du monde. La deuxième serait des véhicules assez similaires, mais qui marcheraient au gaz. Ça pourrait être du biogaz issu de la méthanisation, par exemple. C'est une technologie qui est mature, mais pour laquelle il y a peu d'initiatives politiques industrielles, mis à part peut-être le cas des poids lourds. Et la troisième technologie serait les véhicules électriques à batterie. Je ne parlerai pas ici des véhicules à hydrogène, dont il y a beaucoup d'initiatives politiques et industrielles, mais qui ont des enjeux sur les matériaux. Et c'est justement sur ça que nous allons nous pencher dans la slide suivante. Alors, en ce qui concerne les enjeux matières des batteries lithium-ion, qui sont la technologie de batterie, je ne rentrerai pas dans le détail, mais phare pour l'électrification des transports, et c'est celle qui est mise en avant et qui sera déployée dans les 20 prochaines années, et le temps de faire la transition. Ces batteries-là utilisent 4 métaux critiques ou spécifiques que nous allons faire un petit focus actuellement. Aujourd'hui, une batterie au lithium de 60 kWh, ce qui est déjà une grande batterie de 300 kg, comporte environ 6 kg de lithium. Ce qui est important de retenir et d'avoir en tête, c'est que le lithium est un matériau qui est non substituable pour ces technologies de batterie. Et c'est des matériaux dont l'extraction dans les salars latino-américains, qui représentent plus de 50% de l'extraction minière, ont des impacts environnementaux importants. Ça a été montré par différentes publications scientifiques et mis en devant de la scène par différentes ONG sur la consommation, les très fortes consommations en eau, et aussi leur pollution, ainsi que des impacts sur la population locale. Le deuxième matériau que vous avez peut-être en tête, c'est le cobalt, qui est présent dans la plupart des batteries qui sont vendues aujourd'hui, dans les véhicules qui sont majoritairement vendus aujourd'hui. C'est le cas des Zoé, par exemple. Le cobalt, il y a respectivement en fonction du type de batterie, mais il y a environ 8 kg de cobalt par batterie. L'extraction du cobalt, principalement en République démocratique du Congo, puisqu'il y a un réel monopole, a des impacts sociaux majeurs. Pour donner un ordre de grandeur, environ 20% de la production minière de cobalt est artisanale ou illégale, et c'est dans ce type d'extraction-là que l'on observe, et ça a été montré par des ONG, que les droits humains fondamentaux ne sont tout simplement pas respectés. Il y a aussi des contraintes géopolitiques, des tensions sur l'offre à venir, puisque aussi le raffinage, si l'extraction est concentrée en République démocratique du Congo, le raffinage est concentré en Chine, comme pour la plupart des métaux spécifiques à la batterie. Le troisième, il s'agit du nickel de classe 1, c'est-à-dire d'un nickel dont le degré de pureté est plus important que le nickel dans nos aciers, par exemple. Il y en a environ 30 kg par batterie, et c'est un cas où il y a des impacts socio-environnementaux locaux qui ont été largement témoignés. Et dans le cas du nickel de classe 1,
il y a des risques d'approvisionnement à court terme qui ont été mis en avant, puisqu'il y a besoin d'un déploiement industriel sur le court terme, ce qui parfois est synonyme de plus fort impact sanitaire sur les populations locales. Le quatrième métaux dont Emmanuel et l'autre Adrien a déjà un peu parlé, c'est le cuivre. Il y en a environ 20 kg dans une batterie, en plus des 20 à 40 kg supplémentaires dans un véhicule électrique comparé à un véhicule thermique. C'est un cas classique de minerai où l'extraction pose des problèmes environnementaux, en partie liés à la réduction des teneurs de minerai de cuivre dans les roches. Dans la slide suivante, nous allons nous intéresser maintenant à la démarche Negamat appliquée au transport et notamment appliquée à l'électrification des transports. Tout d'abord, on prend l'évaluation des réserves prouvées, 17 millions de tonnes pour le lithium, 7 millions de tonnes pour le cobalt. Nous ne faisons pas de paris sur le futur, donc, car nous cherchons à limiter l'extraction minière et les impacts néfastes qu'elle peut avoir. On affecte les réserves au prorata de la population. Pour faire simple, la France représente 1% de la population mondiale. Donc, la France a accès à 170 kilotonnes de lithium et 70 kilotonnes de cobalt. Avec l'outil MODER et Negamat, nous modélisons de façon dynamique les besoins d'extraction de matières premières en lithium, cobalt, nickel, cuivre, grâce à une évolution dynamique du parc de véhicules, et donc en quantifiant le nombre de véhicules neufs à partir des hypothèses de sobriété sur la réduction des déplacements des ménages, etc. Nous considérons aussi les différents types de technologies de batterie dans des proportions évolutives et cohérentes avec un consensus d'études récentes, on pourra y revenir, et aussi le taux de collecte, le taux de réincorporation, le taux de recyclage spécifique à chaque batterie. J'y reviendrai par la suite. Et le quatrième point est la sobriété, avec une autonomie modérée des véhicules à batterie. Donc, on va chercher à limiter cette course vers l'autonomie que l'on voit actuellement et une réduction du poids des véhicules, ce qui permet de faire des batteries plus petites. Sur la slide suivante, nous allons maintenant nous intéresser au cas du lithium et à l'empreinte du lithium pour identifier les différents leviers d'action. On pourrait faire cette étude sur les autres types de matériaux, sur le cobalt, le cuivre, le nickel, mais vu le temps qu'on a, on va essayer juste de se concentrer sur le lithium puisqu'il est assez caractéristique et que les conclusions pourraient facilement être extrapolées aux autres matériaux. Tout d'abord, sur ce graphique, vous pouvez voir en orange la droite du seuil éthique des réserves allouées à la France pour le lithium, soit 170 kilotonnes de lithium, qui se réfère à l'axe de gauche. Et vous pouvez voir la courbe en jaune en pointillé, qui se réfère à l'axe de droite sur le taux de matière recyclée réincorporée. Un élément qui est très important à avoir en tête, c'est le décalage ou le déphasage, c'est le temps qu'il faut pour que le taux de matière recyclée réincorporée atteigne des niveaux importants et qui croissent fortement. Cela s'explique en fait par le fait que actuellement le stock de déchets, dont parlait Emmanuel, le stock de batteries n'est pas disponible puisque nous lançons la transition énergétique et l'électrification et les ventes de véhicules maintenant. On n'a pas de batterie en tant que déchet jusqu'à 2030-2035 puisque la durée de vie d'une batterie, c'est environ 10-15 ans. Et c'est qu'à partir de 2050 qu'on atteint des niveaux de taux de matière recyclée réincorporée intéressants. Cela dit, nous allons maintenant nous intéresser à 4 scénarios, 3 scénarios théoriques et finalement le dernier qui sera le scénario Negawatt, pour essayer de comprendre les leviers d'action afin de réduire l'empreinte cumulée de lithium, l'empreinte cumulée du lithium et sa comparaison avec notre seuil éthique sur les réserves. Le premier scénario, il s'agirait d'un scénario en rouge ici qu'on va appeler full BEV. C'est un scénario dans lequel on électrifie tous les véhicules, c'est-à-dire les voitures, les véhicules utilitaires légers, les poids lourds, à 2050, mais on va quand même considérer une sorte d'autonomie limitée. On ne va pas chercher, on ne va pas rentrer dans une course à l'autonomie. Dans ce scénario, par contre, on ne va pas prendre en compte la sobriété
d'usage ou de dimensionnement des batteries. Ce que l'on peut voir sur le graphique à gauche, c'est que la courbe en rouge qui représente ce scénario dépasse le seuil éthique sur les réserves que nous nous sommes fixés dès 2035. Le scénario suivant, qu'on va appeler ici le scénario mixte, c'est un scénario qui intègre une diversification des vecteurs énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les voitures des particuliers, on va avoir une majorité de véhicules électriques, mais avec environ 30% de véhicules hybrides au biogaz, dont j'ai parlé en début de présentation, ce qui permet pour ces 30% de réduire de l'ordre de 75% la taille des batteries et donc les quantités de lithium. Dans ce scénario mix aussi, on considère que la plupart des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, soit la plupart du fret, fait appel au vecteur biogaz. Ce que l'on peut voir sur le graphique de gauche, c'est que la droite en vert, qui représente ce scénario, a une empreinte cumulée en lithium qui est bien moins importante que le premier scénario. Mais que néanmoins, cette courbe dépasse le seuil des réserves en 2050. Le troisième scénario, sur la slide suivante, qui serait un scénario qu'on pourrait appeler mix plus size, qui intègre les hypothèses précédentes sur les vecteurs énergétiques, intègre aussi une optimisation de la taille des voitures, des véhicules. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en ville, on va utiliser des micro-voitures électriques plutôt que des berlines et encore moins que des SUV, ce qui va permettre de réduire de 80% la taille de ces batteries. Disons que pour une Zoé, c'est environ 50 kWh de batterie. Une Twizy, une micro-voiture, c'est environ 10 kWh. Lorsqu'on regarde les résultats sur le graphique de gauche, on voit que, encore une fois, l'empreinte cumulée est moindre, mais qu'on atteint notre seuil en 2070. Et le dernier scénario, justement, qui est un scénario qu'on pourrait appeler mix plus size plus SUF, sur la slide suivante, qui correspondrait à peu près au scénario négawatt, intègre les hypothèses sur la diversification des vecteurs énergétiques, des technologies, une optimisation de la taille des véhicules, ainsi que de la sobriété d'usage. C'est-à-dire, on va avoir moins besoin de se déplacer en voiture en ville ou en monde rural. On va pouvoir faire appel au covoiturage, à la mutualisation des voitures. Et lorsqu'on regarde le résultat sur la courbe sur le graphique de gauche, on voit que notre scénario est bien en dessous et en dessous du seuil éthique que l'on s'est fixé sur les réserves. Donc, deux conclusions. La première, c'est que l'électrification des véhicules est intéressante, mais le recyclage est essentiel. Mais par contre, il n'est pas suffisant dans le sens où il y a un décalage entre le stock de déchets entre le stock des déchets et l'année à partir de laquelle on commence à vendre des véhicules électriques. La deuxième conclusion, c'est que nous avons besoin de faire appel à tous les leviers d'action, que ce soit la diversification des vecteurs énergétiques, du mix énergétique et de l'optimisation de la taille des véhicules et de la sobriété d'usage, c'est-à-dire le covoiturage et la réduction du besoin, afin de respecter notre seuil éthique sur les matériaux que nous nous sommes fixés. Et ce sera bon pour moi sur les batteries. Merci Adrien, merci les Adrien. Je vais faire une synthèse. J'ai combien de temps pour faire cette synthèse, Stéphane? Alors, on a un petit peu débordé. Tu avais prévu 10 minutes. Je t'invite à les prendre. On sera un peu en retard, mais j'invite les participants à rester un petit peu plus longtemps que 13h30 de manière à ce qu'on puisse quand même répondre à quelques questions après ta dernière synthèse. Je vais faire une synthèse synthétique. C'est un comble. Alors, en fait, la transition énergétique, c'est pas compliqué, mais on vous présente notre version de la transition énergétique. Il y en a d'autres. La SNBC se préoccupe. La SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone mise en place par le ministère pour essayer de promouvoir une transition énergétique. Réseau de transport d'électricité font des scénarios. L'ADEME font des scénarios de transition énergétique, donc on n'est pas les seuls. La question, c'est que souvent, on voit beaucoup dans des revues de vulgarisation, on voit dans des livres, on voit la transition énergétique nous menace pour les matériaux, nous menace pour l'intermittence, nous menace pour plein de choses. Enfin, voilà. Et on ne dit jamais qu'est-ce que c'est que la non-transition énergétique, c'est-à-dire avec quoi on compare. Et dans cette histoire de matériaux, il y a quelque chose qui n'est jamais bien clair, c'est
Effectivement, il y a des problèmes de matériaux, ça c'est vrai. Est-ce que c'est le numérique? Est-ce que c'est les énergies renouvelables? Est-ce que c'est les batteries? Qu'est-ce qui est en cause? Est-ce que c'est notre mode de consommation débridé? Et c'est ça qu'on voudrait essayer de clarifier. Donc, moi, je vous propose de faire un petit comparatif aujourd'hui entre le scénario de Negawatt, notre vision de la transition énergétique, et puis un scénario qu'on appelle business as usual, qui signifie on continue à faire des affaires comme on l'a toujours fait, hein, c'est-à-dire le même niveau de consommation, avec pas ou peu de renouvelables et pas ou peu de véhicules électriques. Il existe d'autres types de scénarios qui sont des scénarios de décarbonation, mais qui ne choisissent pas forcément les énergies renouvelables, qui font davantage la part au nucléaire. Hein. Nous intégrons dans notre scénario business as usual de faire beaucoup de nucléaire, c'est-à-dire 14 EPR, par exemple. Et dans ces scénarios décarbonés, moi, je vous renvoie à l'excellent rapport qu'a fait l'ADEME sur ces scénarios de transition 2050, sur les matériaux, où ils arrivent à des conclusions un petit peu similaires. C'est que si on met en œuvre un scénario de sobriété, le scénario S1, bah, les ressources en matériaux ne sont pas menacées. Alors, je vais vous présenter pas mal de graphiques, comme le suivant. Vous en avez peut-être un petit peu marre des graphiques, donc je vais les commenter rapidement, si tu veux bien me mettre la diapositive suivante, où on compare à chaque fois le scénario BAU, business as usual, avec le scénario négawatt. On compare pour l'acier, on compare pour l'alu, on compare pour le cuivre. On s'aperçoit que les énergies renouvelables, le solaire en jaune, l'éolien en bleu, consomment davantage de matériaux. C'est vrai que si on continue à faire des centrales nucléaires, des centrales fossiles. Mais on s'aperçoit surtout que la diminution des autres usages qui sont en gris l'emporte largement. C'est-à-dire, si on veut faire des économies d'acier, des économies d'alu, des économies de cuivre, des économies de béton, eh bien, on a intérêt à le faire sur la sobriété. Par exemple, je prends l'exemple du béton. Ben, vous voyez que les énergies renouvelables, ça ne change pas grand-chose quand on vous entendait dire « Oh là là, mais les éoliennes consomment énormément de béton ». Faire des éoliennes ou ne pas en faire, c'est le trait en bleu, c'est un trait de crayon, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est vraiment pas grand-chose. L'enjeu sur le béton, c'est d'arrêter d'occuper des espaces de plus en plus importants dans nos constructions et d'avoir des constructions débridées. Et puis, je pourrais décliner un petit peu l'ensemble des choses comme ça. Le seul matériau emblématique par rapport à tout ce que je dis, c'est le cuivre. On y revient. C'est-à-dire que vous voyez que le cuivre, quand même, les énergies renouvelables en demandent davantage par rapport aux autres usages, mais nous l'avons chiffré par rapport à la réserve. C'est un scénario qui est néanmoins soutenable. La diapositive suivante, c'est la même chose pour les autres matériaux, c'est-à-dire j'ai mis ici le silicium. Bon, on est pratiquement pas menacé. Je vous ai mis zinc, plomb, nickel. Bon, bah, le fait de faire de la sobriété sur le zinc dans les bâtiments, c'est bien plus que le nickel qu'on pourrait consommer, etc., etc. Sur l'argent, je ne vais pas détailler toutes ces diapositives. Il y a les autres métaux ferreux, donc work in progress. Il faudra que je vous montre dans 3 ans ou dans 2 ans, enfin un webinaire, et vous verrez précisément les autres métaux, l'indium, le zirconium pour le nucléaire, enfin d'autres choses. Et puis, il y a le problème du lithium et du cobalt. Le transport consomme davantage de lithium. Eh ben, on a l'excellent travail qu'a montré Adrien Toledano sur les capacités du lithium, et sur le cobalt, on pourrait dire des choses similaires. Alors, la diapositive suivante, alors, je fais un focus aussi. Bon, je pense qu'on va laisser la place aux questions. Vous avez beaucoup de graphismes. Je fais un focus qui montre que oui, dans les scénarios BAU, on a la part du nucléaire qui est importante en violet ici, et puis que les scénarios des énergies renouvelables consomment davantage de matériaux qu'un scénario nucléaire. C'est assez vrai quand on dit ça. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on est toujours dans l'épaisseur du trait de crayon. C'est-à-dire, ce n'est pas ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, ce n'est pas les énergies renouvelables ou le nucléaire. On sera toujours dans des espaces qui ne sont pas très importants. Le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on fait de la sobriété sur les matériaux, est-ce qu'on ne fait pas de sobriété. Le véritable enjeu, c'est le développement numérique, qui ici est intégré dans le grisâtre où j'ai mis tous les usages, mais on espère que les smartphones, les ordinateurs seront réutilisés, seront réparés. Sinon, on va avoir une explosion de la demande en matériaux. Et le cas très particulier du lithium et du cuivre a été exposé précédemment. C'est vrai que c'est un cas qui pose problème par rapport à la mobilité électrique,
mais qui néanmoins est solvable. Et je vais terminer avec la conclusion, ce qui va nous permettre de passer aux questions. Donc la transition énergétique, ce n'est pas que le changement de mix énergétique. Lorsqu'on parle de transition énergétique, ce n'est pas que des éoliennes, des batteries, du photovoltaïque, mais c'est aussi toute la sobriété, l'économie circulaire qui permet une économie de matériaux beaucoup plus importante. Et si vous voulez œuvrer pour la planète, au point de vue des matériaux, le plus important aujourd'hui, c'est quand même le recyclage, c'est la réutilisation, c'est ne pas changer de smartphone tous les 6 mois. Hein. Ça compte beaucoup. Voilà. Et dans le scénario négawatt, les réserves sont préservées. Je vous rappelle qu'il s'agit des réserves prouvées, c'est-à-dire les réserves minimum, que le cuivre exige une forte substitution vers l'aluminium, ce que nous préconisons, qui permet de sauver la pérennité du cuivre, et que le lithium et le cobalt exigent une mobilité raisonnée, c'est-à-dire que la voiture de demain ne sera pas totalement électrique et que nous n'allons pas aller vers la course à la grandeur, d'avoir 600 km d'autonomie. On distinguera bien demain les petites voitures citadines avec les grosses voitures. Voilà, j'ai fait une synthèse assez rapide pour laisser pas mal de temps aux questions maintenant et je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel de tous ces éléments et les deux Adrien bien sûr. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas encore découvert notre site, n'hésitez pas à aller voir, il y a à l'intérieur beaucoup d'éléments, notamment la synthèse du dernier scénario négawatt et le rapport complet qui donne beaucoup d'informations sur les différents aspects, y compris celui-là qu'on vient de traiter. Alors j'ai noté déjà pas mal de questions, je vais essayer de... Tout le monde ne sera pas satisfait, il y aura quelques personnes frustrées, je n'arriverai pas à toutes les prendre, mais on va quand même essayer à faire pour le mieux. Alors, je vais commencer par voilà, il y en a une qui m'a échappé. Alors, tu parlais d'aluminium et du cuivre à l'instant, Manu. Quelqu'un demande simplement si on fait ce transfert des usages cuivre vers des usages plus aluminium, est-ce qu'on est sûr d'avoir assez d'aluminium? A priori, la limite n'est pas dépassée, comme tu as dû le calculer. L'aluminium n'est pas un métal critique, ce n'est pas un problème. De la bauxite, il y en a. Et par rapport aux usages, l'aluminium, on a beaucoup plus d'usages d'aluminium aujourd'hui dans les menuiseries, dans les cadres, dans les moteurs, dans toutes ces choses-là, beaucoup plus que dans les câbles. Par contre, on ne pourra pas faire cette substitution partout, on pourra la faire. Elle se fait déjà dans la haute tension, dans la moyenne tension, c'est ce qu'a exposé Adrien, et pour la basse tension, on ne pourra pas remplacer tout en aluminium. Hein, voilà. Mais l'aluminium n'est absolument pas menacé, ce n'est pas un métal critique. Par contre, l'aluminium, il faut beaucoup le recycler, et il est très facilement recyclable, et on économise 20 fois l'énergie nécessaire à produire l'aluminium. Donc, c'est beaucoup le recycler, et très facilement recyclable aussi. D'accord. Et alors, effectivement, il y a plusieurs personnes qui font remarquer que même si on arrive à faire ces changements, il y aura quand même encore des mines à exploiter. Alors, tu as bien fait remarquer qu'on restait sur les réserves prouvées, donc ça voulait dire qu'on essayait d'éviter d'ouvrir trop de nouvelles mines. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des limites, alors il y a notamment Judith Pigneur qui l'a fait remarquer plusieurs fois dans les questions, sur le fait qu'on a aussi des mines qui sont avec des teneurs très basses, voire peut-être trop basse. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'extraire beaucoup de matière pour arriver à récupérer peu de minerais. Donc ça, c'est pas forcément un point qui a été abordé dans le scénario, mais s'il fallait le faire, quel type de raisonnement on pourrait avoir un petit peu pour aborder le sujet, d'essayer de continuer à minimiser les impacts environnementaux de ces exploitations minières? Alors bonjour à Judith, qui est la spécialiste des mines, et effectivement, on l'a mal creusé le côté des mines, hein. C'est quelque chose que l'on verra ensemble. C'est-à-dire que pour l'instant, nous disons que des choses qualitatives. Sur la quantité globale, c'est vrai qu'il faudrait après regarder les différentes teneurs, et c'est important. Et nous, notre raisonnement, c'est pas d'aller vers des teneurs de plus en plus basses, parce que qui dit teneur de plus en plus basse dit beaucoup d'ouverture de mines pour extraire peu de cuivre finalement, ce qui a de grosses conséquences sur l'environnement. Mais ça aussi, c'est un sujet à développer. Et quelqu'un fait d'ailleurs remarquer sur l'aluminium que c'est quand même une consommation d'électricité importante, mais de toute façon, tout ça, c'est intégré dans le modèle. Et puis, comme tu l'as dit, en recyclant, l'aluminium, par exemple, consomme beaucoup moins d'énergie. Tout à fait. D'accord. J'ai deux petites questions de précision. Alors, hein, je mélange un peu tout. Je vais refaire de la précision, puis après, on ira sur des questions un peu plus globales. Quelqu'un demande qu'est-ce qu'il en est du recyclage du néodyme
et d'autres matériaux exotiques. Alors, tu as dit qu'on n'en utilisait peut-être pas forcément beaucoup, mais est-ce que ce sont des matériaux qu'on sera en mesure d'arriver à bien recycler? Ça fait partie des choses où je ne sais pas répondre. Judith répondrait beaucoup mieux que moi puisqu'elle a fait sa thèse là-dessus. Pour l'instant, on ne l'a pas pris en considération. C'est-à-dire qu'on n'est que sur le néodyme primaire, mais évidemment qu'on aura des bonnes nouvelles, je l'espère. Mais là, on n'en est pas là. Il faut dire que le néodyme ne rentre pas aujourd'hui bien dans le Négamat français parce qu'on ne sait pas chiffrer la consommation d'aimants permanents en France. Enfin, moi, je ne sais pas le faire encore. Et du coup, c'est plutôt des ordres de grandeur globaux qui sont extraits des statistiques mondiales que l'on applique. Et là-dedans, le recyclage, voilà, je ne sais pas encore trop quoi dire là-dessus. Il est évident que le néodyme pourra être recyclé. Combien, comment, à quelle échéance, je ne sais pas répondre à cette question. D'accord. Alors, Adrien, peut-être tu veux… Oui, juste un complément, mais peut-être, je ne sais pas si le lithium et le cobalt ou le manganèse rentrent dans cette définition de matériaux exotiques, mais un point qui me semble être intéressant et qui est important de mettre en avant, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui, c'est une réalité industrielle, c'est possible de recycler du lithium et du cobalt à des degrés de pureté suffisamment importants pour qu'ils soient réintégrés dans de nouvelles batteries, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il faut mettre en avant le fait qu'il y a un essor industriel et que les industriels poussent vers cette voie-là. Par contre, il faut garder en tête cet écart de 10-15 ans pour avoir un stock suffisamment intéressant. Voilà, juste ça. Merci beaucoup. Quelqu'un fait remarquer alors je ne sais pas si c'est une boutade, qu'on n'a pas pris en compte les déchets ultimes que sont a priori les déchets radioactifs de l'industrie nucléaire. Mais là, a priori, ça ne rentre pas dans le cadre du scénario Négawatt. Non, parce que c'est très particulier et c'est un sujet en soi qui mérite un webinaire en soi, voilà, sur lequel le seul accès que l'on a, c'est consommer moins d'électricité et après on analyse la différence des matériaux. Mais c'est vrai que évidemment les déchets radioactifs sont une des raisons pour lesquelles nous nous orientons vers des scénarios 100% renouvelables au sein de Négawatt. Voilà. Et on aura probablement l'occasion au cours de l'année de faire un webinaire de ce type-là sur ce sujet de l'énergie nucléaire. Alors, je vois une réponse de Judith Pigneur qui dit « Oui, on est en possibilité technologique de recycler le néodyme ». Je lis la réponse en même temps puisqu'elle n'a pas accès au micro, mais merci Judith de nous faire cette réponse. Que pour l'instant, les capacités de recyclage sont en Chine. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre petite question, encore un peu technique, sur les voies de production de méthanol que tu as évoquées à un moment donné dans ta présentation. Quelqu'un demande quels sont les niveaux de rendement de ces productions par ces nouvelles formes synthétiques que tu évoquais. De quel rendement parle-t-on? Le rendement matière, le rendement énergétique, est-ce qu'on compare avec les vapocrackers? Ça faudrait préciser la question parce que je ne suis pas sûr de très bien la comprendre. Bon, alors je suis désolé, je n'ai pas la précision de la question. Alors, on se la gardera peut-être pour un autre webinaire ou en tout cas… Oui. Non, est-ce qu'on parle du rendement des électrolyseurs pour produire l'hydrogène? Est-ce que c'est ça? Parce qu'en fait, dans cette question, le méthanol, c'est le power to méthanol. Hein. Ah non, j'essaie de lire si personne parle. Il ne faut pas que je lise et que je parle en même temps, sinon je ne vais pas y arriver. En fait, oui, le power to méthanol, c'est comme le power to gaz, c'est-à-dire la méthanation, ce qu'a évoqué Adrien Jacob lors des réseaux pour le stockage, c'est fabriquer de l'hydrogène à des fins d'utilisation pour stocker l'électricité, pour faire du gaz. Ici, c'est différent, on fabrique de l'hydrogène pour le transformer en méthanol. Et c'est vrai que les électrolyseurs ont un rendement. Ce qu'il faut faire, c'est comparer en fait les consommations électriques de cette filière avec les consommations d'une filière classique où l'on fabrique les oléfines à partir du vapocraquage à côté des raffineries dans lesquelles on casse des molécules de pétrole pour en faire de l'éthylène, du propylène, etc. La comparaison, elle est un peu difficile à faire parce que dans un cas, il y a l'électricité et dans l'autre cas, c'est du pétrole, des combustibles. Voilà. Alors, parler de rendement là-dedans, il faut analyser la filière dans son ensemble. Très bien, merci beaucoup. J'ai eu une question de précision aussi sur la partie éolien. Quelqu'un a fait donc remarquer que tu as indiqué que tout ce qui est direct drive consomme moins de matériaux que les gearbox. Mais il se pose la question s'il y a des différences de rendement sur ces machines, entre ces deux types de machines.
rendement de production d'électricité, qui ferait que si on faisait un ratio consommation de ressources sur kilowattheure produit, il y aurait de véritables différences. Je ne sais pas très bien répondre à cette question. Ce que j'ai regardé, moi, c'est les rapports JRC faits par la communauté européenne qui donnent toutes les parts de marché avec l'évolution des parts de marché. Dans négawatts, ce n'est pas tout à fait les mêmes que celles qui sont préconisées en Europe. Voilà. Rendement par rapport à une énergie renouvelable, je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que du vent, il y en a. Quand il y a du vent, il y en a. Donc, de quel rendement parle-t-on? En fait, quand il s'agit d'énergie renouvelable, on parle plutôt d'efficacité que de rendement, puisque c'est par rapport au vent. Donc, est-ce que c'est un rendement financier? Est-ce que c'est un rendement par rapport à la totalité des matériaux? Est-ce que je ne sais pas très bien répondre à ce type de questions. Bon, on a beaucoup de questions un peu pointues comme ça. Effectivement, parfois, il faudrait encore les préciser pour arriver à bien savoir ce qu'on peut dire. Peut-être une question à Adrien Toledano, s'il est bien là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé si on avait étudié d'autres types de batteries que celles qui sont au lithium? Et quelqu'un fait aussi remarquer, est-ce qu'on a envisagé le graphène annoncé comme une sorte de matériau miracle qui pourrait être utilisé dans certaines batteries? Par rapport à la première question, non, on n'a pas vraiment regardé d'autres batteries. Il y a beaucoup de gens qui parlent des batteries au sodium. Nous, dans notre cas, on s'est intéressé qu'aux batteries lithium-ion et ce sont celles qui sont mises en avant par le marché. Dans tous les cas, quand on voit l'échéance, le temps qu'on a pour mettre en place la transition énergétique et donc un essor de la mobilité électrique totale ou partielle, on ne peut pas attendre d'avoir des nouvelles technologies avant de commencer à développer ces véhicules. Et cela pourrait poser problème aussi, pourrait poser problème pour les filières de recyclage, dans le sens où si on met en place maintenant, si on utilise pendant 10 ans des batteries ou pendant 15 ans des batteries au lithium, puis on passe une autre technologie, ça peut poser problème en termes de recyclage et de valorisation de ces batteries. Donc, on n'a pas regardé, par rapport au graphène, je n'ai pas d'éléments de réponse, on n'a pas regardé ça. On a vraiment cherché, c'est un scénario de non-regret, donc on cherche à mettre en place, à regarder uniquement les technologies existantes. Donc, celle actuelle, c'est le lithium-ion, même si on prend bien en compte un gain de performance énergétique de ces batteries sur le long terme. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question un peu plus générale sur la sobriété. Donc, quelqu'un fait bien sûr remarquer que c'est le premier axe de la stratégie de Négawatt. La personne demande s'il y a du coup besoin de faire des campagnes de sensibilisation pour amener les gens à être plus sobres. Et je pense que là, peut-être Manu, si tu veux répondre, il y a le fait qu'il y a des démarches personnelles, mais il y a aussi des choix collectifs qui peuvent être faits. Et tu as évoqué la consigne du verre, par exemple. Ça me semble être un des exemples où il faut à la fois les deux, comportements individuels et des structures en place qui permettent de faire ce type de consigne. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous n'aimez pas le terme de sobriété, prenez celui de citoyenneté. C'est-à-dire, c'est un comportement responsable qui n'est pas que individuel. La sobriété, ce n'est pas je baisse mon chauffage dans mon coin et je ne me préoccupe pas de ce que font les autres. C'est un comportement collectif et qui peut être accompagné de mesures, la sobriété. Typiquement, si on a un très très bon système de covoiturage avec des possibilités très faciles de se connecter aux horaires, on a des choses comme Blablacar qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, et bien on va pouvoir mettre en œuvre la sobriété. Si le marché nous propose des véhicules en centre-ville qui soient petits, qu'on puisse garer facilement, et puis que les gros 4x4 soient taxés et n'utilisés que par des personnes qui sont en ébriété par rapport à ce type de véhicule, il y aura beaucoup moins de 4x4 et il y aura plus de petites voitures citadines, etc., etc. Donc il y a à la fois, en fait, dans cette histoire de sobriété, une coordination entre l'État d'un côté, les entreprises et les citoyens. Et ce n'est pas que les citoyens qui font de la sobriété. Je donne une réponse un petit peu générale, mais… Oui, non, mais c'est important. Mais sur la consigne, par exemple, sur la consigne, s'il n'y a pas de centre pour consigner nos emballages, ce n'est pas la peine d'être de bonne volonté. Et puis, inversement, s'il y a des super mesures qui sont faites sur la consigne et que personne n'y va, on n'y arrivera pas. Mais on s'aperçoit en général, on le prend pour l'exemple du tri des déchets qui n'existait pas encore il y a 20 ou 30 ans, les tri des déchets, personne ne s'en préoccupait, on n'avait pas les structures. Aujourd'hui, on a des structures, on a des déchetteries, et puis les gens sont responsables. Ils mettent dans les poubelles jaunes, ils vont dans les déchetteries.
Donc les choses se font main dans la main entre les pouvoirs publics, les compagnies, les entreprises privées et les citoyens. Et c'est comme ça que se mettra en œuvre la sobriété. D'accord. Merci. Et on va peut-être finir sur une dernière question comment dire, sur la mise en œuvre du scénario Négawatt. Alors toi, tu as la chance d'avoir vu plusieurs versions de ce scénario. Quelqu'un demande, alors il y a deux, trois questions en une seule. D'abord, par rapport aux anciens scénarios et les projections qu'on avait pu faire de consommation ou de production d'énergie renouvelable, par rapport à aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on est à peu près dans les clous par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a encore beaucoup de choix politiques à mettre en œuvre pour être sur la direction du scénario Négawatt. Et voilà, quelqu'un demandait notamment si la politique du gouvernement actuel était suffisamment en phase avec les indications, les choix que nous, on met dans le scénario Négawatt. Alors, ça dépend de quoi on parle. La loi AGEC, par exemple, sur les matériaux, sur les biens de consommation, elle est bonne. Dans la loi climat et résilience, il y a des bonnes choses sur l'économie circulaire. Sur la rénovation des bâtiments, on n'y est pas du tout. La rénovation des bâtiments, c'est l'enjeu majeur du scénario Négawatt. Et là, on n'est plus dans les matériaux, on est dans le chauffage, qui absorbe quand même la majorité de nos consommations d'énergie fossile aujourd'hui. Et là, il faut absolument promouvoir un programme beaucoup plus ambitieux, celui de l'association Négawatt, qui est relayé par Doremi, le dispositif opérationnel de rénovation des maisons individuelles. C'est celui-là qu'on promeut, et c'est vrai qu'on est déçu des différentes politiques depuis qu'on le promeut, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et qui sont extrêmement importants. Très bien. Ben, écoutez, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Voilà, on a dépassé un petit peu notre horaire, mais tout de même pas trop. Je remercie tous les participants qui nous ont suivis jusqu'au bout. Ceux qui n'auraient pas pu le faire auront accès en replay à la présentation vidéo et puis au diaporama qui a été présenté aujourd'hui. C'est un sujet qu'on aura peut-être l'occasion de recreuser dans le futur, puisque comme vous l'avez compris, nos experts travaillent toujours sur la question et c'est certainement pas terminé. Voilà, n'hésitez pas à consulter nos sites internet pour avoir les informations au sujet de tout cela. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.